Bien, bonjour à tous. Et comme d'habitude, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session des Midi Minatech. Et déjà pour le prochain Midi Minatech, ce sera le 2 avril. Donc, c'est pas tout de suite, mais c'est bientôt. Hein. J'espère vous retrouver puisque ce jour-là, nous aurons le plaisir d'accueillir François Parcy, donc directeur de recherche au CNRS, et qui est donc adjoint du laboratoire LPCV, donc c'est un laboratoire commun CEA-CNRS, INRIAE et UGA à l'IRIG, donc l'Institut de la Direction de recherche fondamentale du CEA. Et il nous propose de nous parler du passé et du futur de la domestication des plantes. Donc, il va aborder les différentes facettes des mécanismes et enjeux de la domestication des plantes et qui semble important pour qu'on puisse appréhender les possibilités actuelles pour continuer cette domestication. Et donc, j'espère que vous serez intéressés par le sujet, que je pourrai vous retrouver ce jour-là, le 2 avril. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Vintal, donc directeur de recherche en physique théorique au CEA DRF, donc et aussi à l'IRIG et au laboratoire Félix. Et Xavier va nous parler aujourd'hui de la suprématie quantique en se posant la question si on a vraiment atteint cette suprématie quantique. Xavier, j'en dis pas plus, je te donne la parole et je te laisse la place sur la scène. Merci. Je vais enlever mon masque, là, vu qu'on n'est pas très nombreux dans l'amphi. Voilà. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler effectivement d'ordinateur quantique. Hein. L'ordinateur quantique, c'est un mot qui était inconnu du grand public il y a encore quelques années, puis maintenant, on en parle partout. Et donc, on dit beaucoup de choses, et je voudrais essayer un peu de clarifier un peu tout ça et de voir un peu où on en est dans cette histoire d'ordinateur quantique. Alors, il y a un peu deux façons de voir le problème. Il y a le point de vue des informaticiens, donc les gens de l'informatique théorique, qui sont ceux qui écrivent des programmes pour les ordinateurs quantiques, des algorithmes, qui essaient de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Et puis, il y a le point de vue des physiciens, qui sont en train d'essayer de fabriquer une machine, fabriquer quelque chose qui pourrait être ou au moins ressembler à ce que les informaticiens voudraient. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les deux points de vue vont réussir à se rencontrer, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Alors, il y a eu une annonce qui a fait beaucoup de bruit il y a à peu près un peu plus d'un an, faite par Google, prétendant avoir atteint la suprématie quantique. Là, c'était un article du Monde, mais on est à Grenoble, et il y avait même un article dans le Dauphiné libéré. Et j'aime autant vous dire que pour qu'il y ait un article de science dans le Dauphiné libéré, il faut que ça fasse un gros buzz. Donc il y avait à peu près un article dans à peu près tous les journaux de la planète sur ce sujet. Et ce que prétendait avoir fait Google, c'est avoir donc fabriqué une machine quantique qui réalisait quelque chose. Alors on va voir un peu plus précisément ce que c'est, mais un calcul. Et si on avait voulu faire ce calcul sur un ordinateur classique, ce qu'on a aujourd'hui, il aurait fallu, et là je cite, 10 000 ans sur le plus gros ordinateur du monde. Hein, donc c'est un super ordinateur, il faut imaginer, c'est un ordinateur qui prend quelques étages dans un gros building. Donc c'est à peu près l'équivalent de la puissance de calcul d'1 million d'ordinateurs de bureaux. Donc 10 000 ans avec 1 million d'ordinateurs de bureau pour faire ce qu'ils ont fait en 300 secondes. Donc voilà, donc c'est un peu le point de départ de cet exposé. Ce que je vais faire... alors, tiens, j'arrive pas à passer les... Si. Alors ce qu'il y a à l'écran, c'est pas du tout... J'espère que vous ne voyez pas ce que je vois à l'écran, parce qu'il manque la moitié du slide. Est-ce que c'est bon en haut? Vous voyez? Ouais, c'est bon, ok. Donc voilà mon résumé. Donc je vais d'abord essayer d'expliquer un peu ce que c'est qu'un ordinateur quantique et en quoi ça diffère d'un ordinateur classique. Hein, qu'est-ce que finalement c'est que cette bête-là? Plutôt qu'est-ce que ça serait, hein, parce que je dis dès le début, aujourd'hui ce qu'on a, ce sont des expériences qui sont encore très très loin de quelque chose qu'on peut vraiment appeler un ordinateur. Et j'essaierai d'un peu de donner quelques clés pour pouvoir se repérer dans tout ce qu'on raconte dans les médias sur les ordinateurs quantiques. Hein. Souvent, dans le même article, on voit mélanger le point de vue des informaticiens avec qu'est-ce qu'on pourrait avoir un jour, peut-être dans très longtemps, et puis où là où on en est aujourd'hui, et puis tout ça se mélange un peu gracieusement, et c'est un peu difficile de faire le tri. Donc je donnerai un peu une espèce de carte pour essayer de comprendre un peu où on en est. Après, je décrirai donc précisément cette expérience de suprématie quantique faite par Google. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait? Qu'est-ce que ça nous apporte, cette expérience? Et à la fin, je parlerai un peu de mes travaux à moi. Donc, 10 000 ans sur 1 million de cœurs, c'était un défi que tout physicien théoricien se sent un peu concerné. Donc, on a essayé de voir si on ne pouvait pas faire un peu mieux que ça.
et je vous montrerai ce qu'on est capable de faire en 1 heure ou 2 sur un ordinateur portable. Voilà. Donc j'attaque. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que donc on parle d'ordinateur quantique, on parle en général de bits quantiques. Donc les bits, ce sont ce que vous connaissez dans les ordinateurs classiques, hein, ce sont des suites de 0 et de 1. Et dans un ordinateur classique, l'état interne de la machine, finalement, à un moment donné, eh ben, c'est le contenu de cette mémoire vive, c'est-à-dire à peu près, si vous avez 1 giga de mémoire vive, vous avez à peu près 1 milliard de 0 et de 1 qui décrivent l'état interne de la machine. Alors, les machines quantiques qu'on va essayer de fabriquer, ce sont des machines qui vont être très différentes. Ce sont des machines analogiques. Alors, on va utiliser le même mot, bit quantique, mais il va falloir faire très attention parce que c'est très, très différent ce que c'est qu'une machine quantique. Et donc, c'est une machine analogique. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par machine analogique? Ça veut dire que varier continue. Des singes, j'ai mis à gauche quelque chose qui varie de manière discrète, donc 0 ou 1, ça prend que 2 valeurs. Et la machine analogique, c'est quelque chose qui varie continuellement. Donc le bouton, on peut le tourner à droite, à gauche, on peut faire un quart de tour à gauche. Et alors, ce qui va avec la machine analogique, c'est que quand on fait un quart de tour, des fois on fait un quart de tour plus un demi-degré, des fois c'est moins un quart de degré. Donc il y a une notion de précision qui vient avec toute machine analogique. Et donc la précision d'une étape, puis alors quand on va faire beaucoup d'étapes, cette manque de précision, ces erreurs vont s'accumuler, puis au bout d'un moment, on ne sait plus trop où on est. Donc ça, c'est vraiment la chose à garder dans cette notion d'ordinateur analogique, qui est très différente des ordinateurs digitaux, des machines digitales. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a très peu de choses qu'on fait de manière analogique. Quand on fait quelque chose de manière analogique aujourd'hui, c'est sur un nombre d'opérations assez faible, là où on arrive à contrôler l'erreur. Dès que le nombre d'opérations devient grand, comme dans un ordinateur classique, on va faire des milliards d'opérations à la suite, c'est absolument impensable sur une machine analogique classique. Alors, on voudrait faire ça avec une machine analogique quantique. Alors j'ai mis un tout petit peu de maths, le minimum. Donc l'état interne de cette machine quantique, j'ai dit que c'était quelque chose de continu. Essentiellement, si vous avez un qubit, cet état interne, c'est un point dans un espace à 2 dimensions. Donc là, vous avez une dimension ici, donc l'axe des x qui va pointer, et ici l'axe des y, et donc vous avez un point avec 2 coordonnées, psi 0 et psi 1, qui pointe dans cet espace à 2 dimensions, et quand on va faire une opération, on va faire bouger le point sur le plan. Donc ça, c'est assez facile de se représenter. On va faire essentiellement des rotations pour faire tourner le point par rapport à un autre point. Ça, c'est ce qu'on fait quand on applique, quand on fait une opération sur un bit quantique. En fait, on fait tourner ce point dans les... Alors, ça devient un petit peu plus compliqué quand on a 2 bits quantiques, parce que maintenant, l'espace dans lequel on va se balader, il n'a plus 2 dimensions, il y en a 4. Donc une qui pointe vers cet état-là, une deuxième ici, une troisième ici, une quatrième ici, qui donc ici, vous voyez, ça dépend si le premier bit il est en 0, le second en 0, le premier en 1, le second en 0, le premier en 0, le second en 1, etc. Donc on a un point dans l'espace à 4 dimensions. Et là, je vais montrer une formule affreuse. Maintenant, si on prend n bits quantiques, 50, 100, eh bien, on se balade dans un espace à 2 puissance 50 dimensions. C'est un espace immense, 2 puissance 50, ça fait 10 puissance 15, c'est-à-dire 1 million de milliards de dimensions. Donc c'est un espace extrêmement grand. Et c'est de cette taille de cet espace qu'on pourrait espérer pouvoir faire des calculs infiniment plus vite qu'avec un ordinateur classique. Parce qu'on a un espace de configuration qui est finalement gigantesque. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu barbare là, comme expression, mais finalement, c'est rien d'autre qu'un très très grand vecteur. Et chaque composante est labellée par la position de tous les n bits, ici, donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc., qui valent tous 0 ou 1. Alors, donc ça, c'est l'état interne de la machine. Maintenant qu'on va écrire un programme quantique, donc ça ressemble un peu à une partition de musique. Donc on va avoir une ligne ici par bit quantique. Et on va avoir des opérations qu'on va appliquer ici. Donc ici, on va appliquer l'opération U1 sur le bit quantique 1 et l'opération U4 sur le bit quantique 5. Après, on va appliquer une opération qui va mélanger le qubit 1 et le qubit 2 ici, etc. Et d'un point de vue, donc ça se lit de la gauche vers la droite, et d'un point de vue de l'état interne de la machine, ça revient à faire un produit matrice vecteur. Donc on va multiplier notre vecteur ici, notre très grand vecteur, à très grande dimension, par une première matrice, une deuxième matrice, une troisième matrice, etc., jusqu'à qu'on ait appliqué tout le programme. Voilà. Ça, c'est l'état interne, et ça, c'est ce qu'on fait concrètement
on va faire une opération qui va essentiellement mélanger, enfin, soit sur le qubit 1 ou mélanger le 1 et le 2, etc. Alors, donc si vous devez retenir qu'une seule chose de ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est que l'ordinateur quantique est une machine analogique. Une machine analogique, ça a une précision finie qui se détériore avec le nombre d'opérations qu'on va effectuer. Et donc, je résume ça dans cette expression. Alors, c'est vraiment la chose la plus importante que je vais dire aujourd'hui. La fidélité du calcul, donc en gros, la probabilité que le résultat soit correct à la fin, hein, le grand F, c'est la fidélité par opération, par porte, et à la puissance, le nombre d'opérations qu'on va avoir dans le programme. Donc ça, c'est un nombre qui est plus petit que 1, mettons que ça passe 0,99, par exemple, fidélité de 99%. Et donc, on a une belle exponentielle, 0,99 à la puissance, le nombre de portes. Alors maintenant, tout le monde connaît les exponentielles grâce au Covid. Et donc ça, on sait que ça va décroître très très vite avec le nombre d'opérations. Et donc, si on ne veut pas que ça décroisse trop vite, il faut avoir une fidélité très proche de 1. Donc un taux d'erreur de 1 moins la fidélité très très proche de 0. Voilà, c'est ça ce qu'il faut retenir. Donc c'est vraiment, utiliser un ordinateur quantique, c'est vraiment une course contre la montre. Il faut arriver à avoir un résultat intéressant le plus vite possible avant que la fidélité soit devenue trop mauvaise. Donc c'est ça le but du jeu. Alors, je crois que je vais un peu trop lent. Donc je vais dire encore quelques mots. Donc je vais peut-être un peu raccourcir cette partie parce que je m'aperçois que je suis assez long. Donc il y a beaucoup de choses qui s'appellent ordinateur quantique dans la littérature, des choses relativement simples et relativement proches de ce qu'on sait faire aujourd'hui, là le numéro 1. Le numéro 2, c'est dont je vais parler tout à l'heure, la suprématie quantique. Puis des choses qui commencent à être un peu plus intéressantes, mais quand même on n'est pas sûr que ça soit vraiment très intéressant. Et puis ça, c'est vraiment le rêve. C'est ce que les gens voudraient avoir, c'est-à-dire un ordinateur ici idéal, hein, qui est plus analogique. Alors il y a des idées pour essayer de fabriquer un ordinateur idéal à partir d'ordinateurs analogiques, mais c'est pas très clair si ça va marcher ou pas. Je vais juste dire un mot sur. Puis alors, il y a des trucs encore mieux que ça, mais ça c'est vraiment de la science-fiction, donc j'en parlerai même pas. Je vais juste dire un mot sur ma loi fondamentale là, des trucs analogiques. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de quelque chose d'idéal si on veut faire ces applications donc numéro 4, c'est vraiment là où on a l'avantage, un avantage quantique indéniable, c'est-à-dire qu'on a vraiment des algorithmes qui ont une accélération exponentielle par rapport à ce qu'on pourrait faire avec un ordinateur classique. Donc c'est ça qu'on voudrait un jour. Et alors, donc le problème évidemment, c'est que donc on a cette fameuse loi, hein, la fidélité, c'est la fidélité par porte à la puissance du nombre de portes. Si on veut par exemple factoriser des grands nombres premiers, ça c'est l'application la plus connue des ordinateurs quantiques, factoriser un nombre en produit de nombres premiers, qui a des applications en cryptographie. Hein. Si vous pouviez faire ça, vous pourriez craquer le protocole HTTPS, le protocole RSA, et donc vous pourriez essentiellement espionner vos voisins sur Internet. Donc ça intéresse beaucoup les militaires. Donc le nombre d'opérations qu'il faut faire pour ça, ça veut dire qu'on le cube. Hein, c'est à peu près 14 fois le cube du nombre de bits du nombre qu'on veut factoriser. Alors vous voyez que du coup, quand on regarde la fidélité, ça va être petit f à la puissance le nombre au cube ici. Si cette fidélité, je l'écris 1 moins epsilon, où epsilon c'est le taux d'erreur, on obtient la probabilité d'avoir le résultat correct à la fin, c'est exponentielle moins quelque chose qui vaut d'ordre 1 pour 99% de fidélité, fois le cube du nombre de bits. Donc si vous prenez 10 bits par exemple, donc vous voulez factoriser 1000, la probabilité que le résultat soit correct, si vous avez 99% de fidélité par porte, et d'exponentielle moins 1000, c'est-à-dire pas lourd. Donc si vous voulez que ça marche, il faut des taux d'erreur ridiculement petits, et il faut vraiment faire baisser drastiquement le taux d'erreur. Voilà. Je n'en dirai pas plus sur ces applications à long terme, et je vais maintenant attaquer cette histoire de suprématie quantique. En essayant de vous expliquer un peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Hein, donc, non, j'ai encore un slide avant mon histoire de suprématie quantique. Donc, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites sur la planète avec des petits ordinateurs quantiques, avec 10, 20, 15 bits quantiques, avec des fidélités qui sont autour de 99%, 95%, 99,5%, ça dépend un peu des cas. La plupart des groupes aujourd'hui se concentrent sur avoir vraiment un ordinateur
et par là, je veux dire à quelque chose de vraiment programmable. Programmable, donc universel, c'est-à-dire que si on sait faire quelque chose avec, on peut faire appliquer n'importe quel programme. Ils font des choses qui sont moyennement utiles et très faciles à simuler sur un ordinateur classique. Alors, après, il y a d'autres expériences, par exemple les expériences dites de simulation quantique, par exemple les atomes froids, et eux, ils vont être pas du tout programmables, donc c'est vraiment c'est une expérience faite pour résoudre un problème. Et par contre, ils font des choses qui peuvent être potentiellement assez utiles et difficiles à simuler sur un ordinateur classique. Ça, c'est le lot de tous les jours des physiciens théoriciens d'essayer de comprendre ce genre d'expérience. Alors, Google, l'expérience de suprématie, ils sont là, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé à toute utilité, donc ça ne sert rigoureusement à rien, l'expérience que je vais vous montrer. Elle est un petit peu moins universelle que ce que font la plupart des gens, c'est-à-dire que ce n'est pas encore le jeu de porte qu'on pourrait vraiment utiliser pour faire quelque chose. Et par contre, ils ont essayé de faire l'expérience la plus difficile à simuler possible. Voilà, c'est ça là où ils se situent par rapport au corpus des autres expériences. Alors voilà le chip. Donc essentiellement, alors on n'a pas de photo de l'échantillon en fait. Hein, Google, c'est une boîte privée, donc on ne sait pas à quoi vraiment ressemble l'échantillon. Bon, en fait, on s'en doute parce qu'on connaît toutes les technologies, c'est à base de circuits supraconducteurs, à base d'aluminium, mais ça, je ne vais pas du tout en parler aujourd'hui. Mais d'un point de vue schématique, essentiellement, on a 53 bits quantiques, donc un par croix ici. Ils en avaient 54, mais visiblement celui-là ne marchait pas. Et puis, on a des petites boîtes bleues qui permettent de coupler un bit quantique avec son voisin, et qu'on peut allumer ou éteindre de manière à avoir le couplage uniquement quand on le veut. Voilà, donc ça, c'est le chip. Et l'expérience qu'ils ont fait avec, donc là, c'est le même chip, mais c'est moi qui ai fait le dessin, donc vous voyez, c'est très, très moche. Essentiellement, ils vont appliquer des portes entre les qubits rouges ici, voilà, comme ça, tac, tac, tac. Et puis après, ils vont faire avec les qubits, les portes vertes, claires, voilà, comme ça. Et puis après, avec le violet, et puis après le vert. Et vous voyez, vous avez cette séquence comme ça. Et le but du jeu, c'est de créer un état quantique, alors qui finalement n'a aucun intérêt, il est complètement aléatoire, il ne calcule rien de spécial, mais il est le plus compliqué possible. On ne peut pas faire un truc plus intriqué que ce qu'on peut faire avec ça. Donc le but, c'est de créer de la complexité dans l'état le plus vite possible avant d'être attrapé par cette perte de fidélité. Voilà, c'est ça vraiment le but. Et qu'est-ce qu'ils ont mesuré? Alors ça, c'est un truc que je n'ai pas encore dit, mais donc j'ai dit que l'état interne de la machine, c'était un espace, c'est quelque chose de continu dans un espace à très 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 grande dimension. Par contre, quand vous mesurez quelque chose, eh bien, il vous sort, si vous avez 53 qubits, il vous sort 53, 0 et 1. Donc en fait, là, vous avez ce vecteur dont les composantes ici sont psi x, hein, donc x c'est la position de tous les bits quantiques, ça peut être ça par exemple, ou n'importe quelle autre série de 0 et de 1. Et la probabilité de trouver cette configuration, en fait, c'est le carré de la composante du vecteur dans cette direction-là. Donc c'est une machine qui donne fondamentalement un résultat aléatoire. C'est très compliqué d'obtenir quelque chose de déterministe. Il faut s'arranger pour que toutes les probabilités soient 0, sauf celles qui nous intéressent. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans les difficultés 4. Mais là, dans la difficulté 2, non, on cherche juste à créer un état très compliqué. Et donc, finalement, ça va produire une série. Alors, en l'occurrence, ils ont répété l'expérience 1 million de fois. Donc, ils ont 1 million de x ici, et chaque x est une série de 53, 0 et 1. Ça, c'est le résultat de l'expérience. Et ces x sont aléatoires. Essentiellement, c'est comme si vous utilisez un générateur de nombres aléatoires. À part qu'ils ne sont pas distribués par n'importe quelle distribution. Ils sont censés être distribués d'après le carré de ce grand vecteur. Alors, on a 10 puissance 15 configurations possibles et seulement 1 million de fois qu'on a répété l'expérience. Donc, on ne peut pas faire d'histogrammes avec ça. Hein. Donc, essentiellement, vous avez 1 million de configurations. Si vous essayez de faire un histogramme, vous ne pouvez même pas mettre un coup par boîte. Donc, il faut une métrique pour voir si ce qu'on a fait, c'est bien ce qu'on aurait dû avoir. Et en fait, c'est ça, je pense, la chose la plus importante dans cette expérience, c'est vraiment une expérience de validation système. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simulé sur un ordinateur classique la loi de distribution qu'ils auraient dû obtenir, et après, ils ont vérifié que ce qu'ils ont obtenu était bien compatible avec la loi qu'ils auraient dû obtenir. Et en ce sens, vraiment, ils valident le fait que les 53 qubits, dans leur ensemble, se comportent bien comme ils devraient, comme les lois de la mécanique quantique le prédisent,
Et ça, je pense qu'on peut le reconnaître que c'est une belle avancée. C'est les premiers à avoir pris sérieusement le problème de cette validation système en compte et d'avoir vraiment voulu faire une validation globale, que toute la machine se comportait bien comme elle était censée le faire. Donc ils vont, alors je vais aller très vite là-dessus, mais ils vont essentiellement ils vont calculer avec un ordinateur classique la distribution qu'on aurait dû avoir, et ils vont regarder celle qu'ils ont eue, et ils vont vérifier que les deux sont bien corrélés comme elles devraient. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les maths plus que ça, mais donc on a cette fidélité ici, qui n'est pas exactement la même que celle que j'introduis avant, mais on va dire que c'est la même pour les besoins de l'exposé. Et voilà les résultats de l'expérience. Eh bien, comme prévu, cette fidélité se casse la gueule exponentiellement avec le nombre de qubits. Donc plus on utilise de qubits, plus ça se casse la gueule. Et puis, plus on fait d'opérations, plus ça se casse la gueule exponentiellement. Donc on a bien vérifié la loi universelle des machines analogiques. Alors, il n'y avait pas trop de doute, mais on l'a vérifié. On peut vérifier que le petit f qu'on obtient, donc la fidélité par grille, on le comprend bien à part des expériences sur 1 ou 2 qubits. Et donc on vérifie que tout ça, tout le système, fonctionne bien comme il devrait. Et alors, la suprématie, c'est quoi? C'est qu'il y a quelques points ici où en fait, on n'est pas capable de vérifier. Oups, j'ai plus de laser. Je ne sais pas s'il y a un deuxième laser quelque part. Il y a quelques ah si ça y est. Il y a quelques points ici où on n'est plus capable de vérifier, de faire le calcul classique. Il prendrait trop de temps, il prendrait 10 000 ans d'après eux. Et donc pour ces points, on fait une sorte d'extrapolation, si vous voulez, et on se dit donc, hop, je prends le deuxième au cas où. On se dit donc que là, on est dans un régime de suprématie quantique, parce que ce point-là, on est bien incapable de le faire sur un ordinateur classique. Alors bon, pour résumer, pour moi, le plus important, c'est qu'ils ont bien vérifié que globalement, cette fidélité est perdue comme elle devrait. Ils ont une fidélité de 98,6% effective par grille. Voilà, donc on perd 1,4% d'erreur par grille. Donc à la fin, la fidélité qu'ils obtiennent, c'est 0,2%. Donc ça veut dire que l'état qu'ils obtiennent a finalement assez peu de rapport avec l'état qu'ils auraient dû obtenir. Mais bon, c'est suffisamment gros pour qu'ils puissent le mesurer et donc vérifier qu'ils ont bien validé leur truc comme il se doit. Voilà. Donc, bon. Alors après, on va maintenant s'intéresser à cette histoire de suprématie. Ce qu'il faut savoir quand même, il faut bien se rendre compte que des systèmes difficiles à simuler sur ordinateur classique, il y en a plein. Moi, c'est mon métier de savoir que dès qu'il y a beaucoup de degrés de liberté dans un problème, ça devient extrêmement difficile de simuler ça. Donc là, pour pouvoir parler de suprématie, il faut plus. Il faut dire que c'est très difficile de simuler, mais en même temps qu'on contrôle très bien tout le système, que ce soit programmable. Là, ils ont perdu un peu en programmation. Ils ont utilisé des grilles très spéciales qui finalement ne sont pas celles qu'on voudrait avoir. Ils sont quelque part entre la simulation et l'ordinateur. Bon, voilà. Donc, je vais maintenant en venir un peu assez rapidement à ce qu'on a fait nous. Est-ce que je peux avoir un retour sur le temps qui me reste? Je sais, j'ai perdu complètement la notion du temps. J'ai une horloge. D'accord, super, merci. Il me reste 10 minutes, ça devrait suffire parfaitement. Alors donc, il y avait cette assertion de il faudrait 10 000 ans pour faire ça sur un ordinateur classique. Alors d'abord, c'est pas vrai. Il y a des gens qui, depuis, se sont penchés sur le problème un peu avec beaucoup de rigueur, regardant le problème de très très près. Et depuis, les estimations ont quand même fondu comme neige au soleil. C'est plus de 10 000 ans. On est plutôt de l'ordre de la journée ou de quelque chose comme ça. Par contre, ce qui reste vrai, c'est que ça prend quand même un temps fou. Puis on parle de calcul sur un super ordinateur. Et de toute manière, le coût est exponentiel. C'est-à-dire que même si ça prenait qu'une journée aujourd'hui, le jour où on arrive avec 60 qubits au lieu de 50, on va retomber sur des chiffres astronomiques de dizaines de milliers d'années. Donc ce qui m'intéressait moi, outre le défi de montrer qu'on pouvait faire mieux que ce qu'il disait, c'est de vouloir comparer des choses comparables. C'est-à-dire que ce temps de 10 000 ans, ça correspond à obtenir l'état quantique exact. C'est le temps qu'il faut pour calculer l'état quantique exact. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont obtenu un état quantique qui n'a que 0,2% de fidélité. C'est-à-dire qu'il y a finalement la composante de l'état exact, elle est toute petite. Et le reste, c'est essentiellement du bruit. Donc la question qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce qu'on ne peut pas simuler sur un ordinateur classique un ordinateur quantique finalement, mais pas de très bonne qualité? Et donc on a utilisé des techniques dites de compression d'état quantique, c'est-à-dire qu'on va finalement, un peu comme quand vous faites de la compression d'image,
Vous prenez une photo avec votre appareil photo, elle prend 10 mégas, 10 mégas c'est lourd pour l'envoyer par mail. Alors on la passe en JPEG et en fait on la comprime. Qu'est-ce que fait la compression? Essentiellement, on va jeter des détails. On va avoir à la fin une image qui fera plus que 100 kg, elle fera 100 fois plus petite. À l'œil nu, on ne verra pas la différence. Par contre, effectivement, si on zoome, on verra qu'on a perdu des détails. Donc la compression d'état quantique, c'est pareil, on va essayer de perdre des détails sur l'état quantique, mais garder l'essentiel et voir finalement, donc le gain, c'est qu'on va pouvoir calculer exponentiellement plus vite que si on fait un vrai calcul exact. Et par contre, ce qu'on perd de l'autre côté, c'est qu'on va avoir quelque chose d'approché. Donc nous aussi, notre calcul sur l'ordinateur classique, il va avoir une fidélité finie. Et la question, c'est est-ce qu'on peut arriver à comparer cette fidélité avec celle de Google? Et là, on compare vraiment des choses comparables. Parce qu'on compare, si vous voulez, le simulateur que je vais vous montrer maintenant, si je le mettais sur Internet, personne ne serait capable de faire la différence entre ça et une vraie machine quantique. Donc en ce sens-là, il fournit vraiment la même chose, le même service qu'un ordinateur quantique, même un peu plus. Alors, tout petit peu de maths, très vite, sans aller dans les détails. On fait beaucoup de dessins dans ce champ. On utilise ce qu'on appelle des réseaux de tenseurs. Alors, un vecteur, c'est essentiellement un tableau de nombres, c'est une colonne de nombres, si vous êtes sous Excel. Alors, on présente ça par un cercle avec une petite patte. Une matrice, c'est un tableau de nombres. Donc, si vous êtes sous Excel, maintenant, c'est vraiment un tableau carré, tout plein. Et donc, ça a deux pattes, deux indices, I et J. Et puis, nous, on va travailler avec des trucs qui vont avoir 3 indices, 4 indices, 5 indices. On appelle ça des tenseurs. Et on présente ça par une petite boule avec autant de pattes qu'il y a d'indices dans le truc. Et alors, le jeu auquel on joue, c'est si vous prenez deux tenseurs et que vous les collez ici, comme ça, et que vous faites la somme sur tous les indices qui sont entre les deux, ici, l'indice J, donc ça correspond à cette expression mathématique, pour les personnes dans l'assemblée qui connaissent bien. Donc on appelle ça une contraction de tenseur. Donc si vous aviez deux matrices, ce serait la multiplication entre deux matrices, mais là c'est la généralisation de la multiplication entre deux matrices à deux tenseurs. Voilà, et donc en fait on passe notre temps à contracter comme ça des tenseurs. Et quand vous regardez un circuit quantique, donc une de ces partitions que je vous ai introduites au début, et bien en fait, c'est que ça correspond à un réseau de tenseurs. Donc on va vouloir sommer sur toutes les pattes qui relient deux boules. Et à la fin, une fois qu'on a fait toutes les sommes, on obtient quelque chose comme ça. C'est un très très grand vecteur. Alors si on a 53 qubits, il aura 53 pattes. Donc c'est un vecteur à 2 puissance 53 dimensions. Ça ne tient pas en mémoire. Ça ne tient pas en mémoire. Je n'ai pas assez de RAM sur mon ordinateur pour faire tenir ça. Il faudrait 1 million de gigabits de RAM. Je n'ai pas ça. Essentiellement, c'est le jeu auquel on joue. Donc, comme on ne sait pas faire ça, on va essayer de faire une approximation et de remplacer ça par ça, par le truc de droite, qui est quelque chose de beaucoup plus petit. Et donc, c'est en faisant cette approximation, donc on va essayer de factoriser le grand vecteur en plus petit vecteur, c'est là où on va faire de la compression. Donc, toute la difficulté, c'est de trouver des algorithmes de compression, comment on va faire, qu'est-ce qu'on perd comme information, qu'est-ce qu'on garde, pour finalement avoir le meilleur état quantique à la fin et pouvoir essayer de rivaliser avec ce que fait l'ordinateur quantique. Alors, je vous montre rapidement les résultats. Oui, j'ai 4 minutes, très bien. Alors, ça, c'est les premières choses qu'on avait fait. Là, j'ai pris les vraies portes, celles qu'on veut, en fait, celles dont on a besoin pour faire un programme, les programmes qu'on veut utiliser sur cet ordinateur. On l'appelle CTRL-Z dans le jargon. Et ici, je plotte l'erreur, donc c'est 1 moins la fidélité, en fonction d'un paramètre qui est essentiellement le temps calcul, le temps que je ne vais pas vouloir passer. C'est le taux de compression, quelque part. Plus ce paramètre est grand, moins je comprime. Et vous voyez ici que alors, le trait horizontal, c'est la fidélité atteinte par Google, donc 98,6%, ça fait 1,4% d'erreur. Et donc, j'arrive assez facilement sur, alors c'est une dizaine d'heures, mais avec un code qui n'était vraiment pas optimisé, on doit pouvoir tomber sous la minute facilement, à produire quelque chose avec une très bonne fidélité. Alors par contre, quand je prenais les portes vraiment utilisées par Google, qui étaient celles qui perdaient, donc on perdait quelque chose, c'est-à-dire c'est pas des portes qu'on peut utiliser pour faire un programme, mais bon, voilà, c'est celles qu'ils ont utilisées, donc c'est eux qui fixent les règles du jeu. Par contre, là, on trouvait des fidélités où on n'arrivait pas à faire aussi bien qu'eux. Donc il a fallu travailler un peu plus. Alors, donc là, on a un peu changé l'algorithme, on a fait pas mal de choses. Et là, on était à 95% de fidélité, donc 5% d'erreur. Donc là, on était au-dessus, on n'arrivait pas à faire aussi bien que ce que faisait Google. J'ai des copains qui m'ont un peu aidé. On a mis le programme sur une grosse machine, enfin, une plus grosse que celle qu'on utilisait au début. Donc là, c'est sur
une centaine de 64 cœurs de calcul. Là, on arrivait à 3% d'erreur, mais on n'était toujours pas bon. Et donc, on a continué à travailler encore un peu et voilà, ça c'est les derniers résultats où maintenant on obtient, alors on a changé l'algorithme, la façon dont on travaillait et on a aussi changé d'autres choses. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on fait, c'est, en fait, on faisait trop. On calculait trop de choses et maintenant on calcule vraiment la même chose que Google. Et là, on est réussi à tomber. Là, on est de nouveau sur un ordinateur portable. Et là, on a une fidélité qui est meilleure que celle que Google. Donc, pour conclure, si vous voulez, c'est que quand on compare vraiment des choses comparables, là, on arrive assez facilement à reproduire ces résultats. Et on pourrait aussi le faire sur 60 qubits, 70 qubits, 100 qubits, etc. Donc, ce que je retiens, moi, c'est que... alors, évidemment, là, j'ai fait de la compression. Donc, si vous voulez, si maintenant Google veut de nouveau être compétitif par rapport à ce genre d'algorithme, ben, ils n'ont pas d'autre option que de monter la fidélité. C'est-à-dire qu'ils peuvent monter le nombre de qubits, ça ne sert à rien. Il faut faire un ordinateur quantique qui est plus propre, qui est plus précis, où on contrôle les qubits un par un de manière beaucoup plus précise. Et malheureusement, ça, c'est le problème dur en informatique quantique. Hein, on est en face d'un phénomène très profond qu'on appelle la décohérence. Ce qui est qu'en fait, ce qu'on veut vraiment faire avec un ordinateur quantique, c'est intriquer ces qubits, mais le problème, c'est que la nature, elle veut tout intriquer, y compris les objets qu'on ne regarde pas, les vibrations du système, les fluctuations quantiques de l'électromagnétique. Enfin, il y a énormément de choses qui veulent s'intriquer avec nos systèmes, et donc c'est très très délicat d'arriver à contrôler cette fidélité, d'arriver à la pousser au-delà du 99. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on va assez facilement arriver, nous, au 99,9% de fidélité, je pense. Donc il faut vraiment gagner en précision sur ces quantiques si on veut espérer pouvoir faire quelque chose qui ne soit pas simulable sur un ordinateur classique. Alors, ça ne veut pas dire encore que ça sera intéressant, mais au moins, on fera des choses qu'on ne sera pas capable de faire sur un ordinateur classique. Après, pour que ce soit intéressant, c'est encore un autre gap à franchir. Voilà, donc je vais peut-être juste mettre ma conclusion qui résume un peu ce que j'ai dit. Hein. C'est quand même une expérience qui est importante dans le champ. Hein. Il y en a eu deux d'expériences importantes. Je dirais la première, c'est quand des gens ont montré qu'on pouvait factoriser 15 avec une expérience de résonance magnétique nucléaire. Là, la deuxième, voilà, on commence à avoir 53 bits quantiques qui fonctionnent ensemble comme ils devraient, avec une fidélité autour de 99%, c'est-à-dire quand même déjà un système quand même très bien contrôlé. C'est quand même un tour de force. C'est l'expérience qui commence à ressembler. C'est pas encore une expérience de physique où il y a 500 personnes qui travaillent dessus, mais il y a 70 personnes autour de cette expérience à Google, de tout type, des ingénieurs, il faut faire le chip, en salle blanche, la cryogénie, il faut descendre à 10 millikelvin, les radiofréquences, ils ont des dizaines de lignes radiofréquences à quelques gigahertz. C'est une expérience très très lourde, en ce sens, ils ont vraiment ils ont déjà atteint un seuil quand même assez impressionnant. Donc, par contre, c'est pas vraiment un calcul, hein, ça répond à aucune question, ce qu'ils ont fait, même pas possible de formuler une question à laquelle ça répondrait, même une question qui nous intéresse pas. Hein, donc, on est encore assez loin de faire quelque chose de vraiment utile. C'est pour ça que l'expression suprématie quantique, moi, je la trouvais un petit peu forte au début quand même. Voilà. Et puis, donc, encore une fois, ce qui est important dans ces machines analogiques, et ça va le rester le problème central sur lequel je pense qu'il faut vraiment se concentrer, c'est la fidélité, c'est-à-dire la précision à laquelle on peut garder notre état quantique contrôlé. Et ben, je vais m'arrêter là et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Xavier Vintal, pour cette présentation qui, je pense, Alors, je vais enlever mon masque pour qu'on me voit, mais après, je vais l'enlever je vais le remettre pour lire les questions. Mais c'est un exploit d'avoir fait en 30 minutes et de nous avoir éclairé comme vous l'avez fait. Sincèrement, je suis très reconnaissante et je pense que l'ensemble des auditeurs se joignent à moi pour cela. Alors donc là, maintenant, on va passer aux questions et je vais donc attendre que on en ait une qui s'affiche. Voilà. Alors, il a même enlevé la notation bracket, si chère aux physiciens, pour nous. J'apprécie cet effort pédagogique. Merci. Bah oui, effectivement, j'ai essayé d'enlever un peu tous les barbarismes du champ pour que ça soit compréhensible disons, à un public d'ingénieurs. Hein. C'est ça que j'ai essayé de viser dans cette présentation. Donc, des gens qui ont fait des maths dans leur vie, mais pas forcément...
Alors, c'est pas très loin des vraies maths, hein. C'est que j'ai omis quelques petits détails, par exemple le fait que les composantes sont des nombres complexes, des petites choses comme ça, mais fondamentalement, c'est ça qu'on fait quand même. Très bien, merci. Alors, la question suivante. Existe-t-il une méthodologie pour concevoir un algorithme quantique? Non. Enfin, oui et non. Donc il y a très peu de problèmes. Alors, on peut mettre n'importe quel problème classique, on peut a priori trouver un algorithme quantique équivalent, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il soit l'algorithme classique, mais ça sert à rien, parce qu'on n'obtient aucune accélération si on fait ça, sachant que c'est très dur de faire de la logique classique avec un ordinateur quantique. Aujourd'hui, on ne sait pas multiplier 3 fois 5. Il n'y a aucun ordinateur quantique qui a été capable de faire 3 fois 5. Entre guillemets, on peut toujours appliquer ce qu'on sait faire sur un ordinateur classique sur un quantique, mais ça n'a aucun intérêt. Et par contre, dès qu'on veut faire quelque chose de vraiment qui profite de l'aspect quantique de l'ordinateur, le fait qu'on va être capable finalement de faire de manière parallèle énormément de calculs simultanément, hein, l'idée, si vous voulez, c'est que vous allez créer une superposition de tous les états possibles et après effectuer les calculs en parallèle. Sur tous ces états en même temps. Il y a assez peu d'algorithmes qui existent. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit que les applications qui sont proposées pour les ordinateurs quantiques, c'est en fait pour résoudre des problèmes quantiques, parce que là, c'est très adapté. Par exemple, quand vous voyez, on va trouver des nouveaux médicaments, ou on va trouver un nouveau catalyseur pour la réaction de, je sais pas quoi, de craquage de l'azote dans l'air, tous ces trucs-là que vous voyez dans les journaux. Essentiellement, ce sont des applications où on a un problème quantique, c'est-à-dire de chimie ou de je sais pas quoi, pliage de protéines, et donc on va le mettre directement un peu tel quel sur l'ordinateur quantique en espérant que lui on le contrôle bien et on puisse arriver à avoir des résultats. Mais c'est très compliqué de faire, on a très peu d'algorithmes. Bien, merci. Alors, la question suivante. Est-ce que nous savons finalement factoriser le nombre 15 avec les ordinateurs quantiques actuels en utilisant l'algorithme de Shor complet, non réduit? Non. Alors, dans l'algorithme de Shor, c'est l'algorithme le plus emblématique, parce que c'est celui qui, pour le coup, n'a rien à voir avec la mécanique quantique. C'est un problème très bien formulé. Vous avez un très grand nombre, vous voulez le factoriser, vous dire que A est égal à P fois Q. Effectivement, c'est un algorithme qui a 3 étapes. Et la première étape constitue, la deuxième étape, pardon, c'est vraiment faire du calcul tout bête, c'est faire des multiplications, des additions. Mais ça prend beaucoup d'étapes de faire ces multiplications, ces additions, beaucoup de grilles. Et en fait, la cohérence qu'on a aujourd'hui empêche de faire ça. C'est-à-dire que les gens qui ont démontré que 15 est égal à 3 fois 5, en fait, ont triché. Ils ont court-circuité cette partie classique. Ils ont fait les parties 1 et la partie 3 de l'algorithme. Ils n'ont pas vraiment fait la partie 2. Plutôt, ils ont fait la partie 2, mais ils ont utilisé pour ça des calculs classiques qui auraient été plus longs que factoriser le nombre s'ils avaient dû faire ça pour quelque chose de plus grand. Donc, entre guillemets, ils ont un peu triché. D'accord, merci. Alors, pour peu qu'on puisse passer de la théorie à une réalité implémentale relativement rapidement, quels sont les premiers domaines d'application qui pourraient bénéficier des calculs quantiques? Merci. Alors, tout est dans les prémices. Hein. Ça dépend un peu de qu'est-ce qu'on arrive à faire, c'est-à-dire quelle fidélité on arrive finalement à obtenir sur la machine concrète. Hein. C'est un peu tout est là. J'espère que j'ai été clair sur ce point. Aujourd'hui, on est vraiment très loin d'avoir des fidélités suffisantes pour pouvoir faire quoi que ce soit d'utile. Donc après, ça va vraiment dépendre de où on arrive. Aujourd'hui, ce que les gens proposent, c'est ils se tournent vers des problèmes quantiques, encore une fois, donc des problèmes de calculer, je sais pas quoi, l'énergie d'un atome d'hydrogène ou d'une molécule un peu plus grosse. Alors, il se trouve que moi, c'est mon champ d'origine. Hein, je viens de problèmes quantiques à N-core. Honnêtement, j'ai du mal à croire que ça va fonctionner mieux que ce qu'on sait faire sur les ordinateurs classiques, parce qu'on a des algorithmes quand même qui marchent vraiment très très bien sur les ordinateurs classiques. Donc, c'est pas clair. Et c'est un peu le problème général de l'ordinateur quantique, si vous voulez, c'est que contrairement à d'autres champs, où dès que vous faites un progrès, vous pouvez avoir une application industrielle tout de suite vendable. Hein, vous prenez l'intelligence artificielle. Bon, on n'a pas encore aujourd'hui l'intelligence artificielle générale. Hein, vous ne pouvez pas téléphoner à un ordinateur et avoir une conversation intéressante avec lui.
Mais c'est pas grave parce qu'on peut déjà avoir des tas d'algorithmes qui nous mettent des pubs sur notre écran ou qui font d'autres choses utiles comme la reconnaissance d'images, de textes. Et ça, c'est bankable. Hein, vous pouvez faire un business avec, faire Et on n'a pas ça pour l'ordinateur quantique. C'est-à-dire que on a bien du mal à trouver une application concrète, vendable, industrialisable, avec quelque chose qu'on saurait faire à court terme. Très bien. Alors, merci pour la présentation. Voilà, c'est l'introduction de la question. Et quelles sont les perspectives d'amélioration de la fidélité? Alors là, il y en a autant que de chercheurs dans le domaine. Donc, il y a plein d'idées qui traînent. Tout le monde a des idées. Ce qui est difficile, c'est de les faire fonctionner en pratique. Il y a des gens qui essaient de faire Alors, il y a cette idée de correction d'erreurs quantiques. Alors ça, c'est en soi un séminaire qui est difficile de faire à un niveau introductif, où on essaie de prendre plusieurs qubits qui marchent moyennement bien et d'en fabriquer un qui marche mieux avec plusieurs qui marchent moyennement bien. Ça, c'est une idée. Elle a un gros souci aujourd'hui, c'est que typiquement, si on arrivait à avoir des qubits physiques à 99,9% de fidélité, il faudrait compter 1 milliard de qubits pour faire la première machine qui commence à faire quelque chose d'utile en utilisant ces méthodes-là. Donc, c'est énorme, 1 milliard de qubits. Donc bon, pour l'instant, c'est un peu entre parenthèses, mais on pourrait peut-être l'utiliser partiellement. Il y a des gens qui essaient de faire la même chose, l'erreur correction quantique, mais avec vraiment au niveau de la physique. Il y a des idées, par exemple, autour ce qu'on appelle les fermions de Majorana, utiliser des phases topologiques de la matière dans des systèmes supraconducteurs. C'est ce qu'essaie par exemple de faire Microsoft à Delft ou à Copenhagen. Ils font de la belle physique. Pour l'instant, ils n'ont pas encore un qubit. Hein, donc, on est encore très loin de faire fonctionner ces trucs-là. Il y a d'autres idées basées sur des rétroactions actives. Et puis, il y a aussi travailler proprement. C'est-à-dire que plus le système est propre, moins il y a d'impuretés, de charges qui se baladent à côté, plus ça va être facile. Alors, il y a toujours on arrive à faire des qubits de qualité exceptionnelle quand on n'en a qu'un dans le vide. Le problème, c'est que dès qu'on essaie mettre plusieurs, on est obligé voilà, puis dès qu'on veut les manipuler, on est obligé de mettre des choses autour pour pouvoir les manipuler, et du coup, tout se dégrade. Donc, chaque fois, il y a des optimums à trouver. Donc ça, c'est un gros travail d'optimisation. Mais donc, ça peut progresser un peu par cette méthode-là aussi. Moi, ce que je pense, c'est qu'il manque une bonne idée, peut-être un système plus adapté que ceux qu'on utilise aujourd'hui pour vraiment faire décoller cette fidélité. Mais bon, on verra bien. C'est très, très difficile de faire des pronostics sur ce point. Oui, nous suivrons tout ça. À partir de quelle fidélité peut-on finalement parler de suprématie quantique? Alors, les algorithmes, comme celui que j'ai présenté aujourd'hui, hein, il y a un total de 1 article publié, donc on est au tout début. Aujourd'hui, là, on est à peu près à 99,9%, nous. Maintenant, il y a des gens qui ont utilisé d'autres techniques sans compression et qui ont fait des choses assez impressionnantes, là, notamment une équipe de Chinois la semaine dernière qui ont fait des choses très impressionnantes. On pourrait récupérer leurs techniques et les appliquer à notre approche à nous. On doit pouvoir monter à 99,9, 99,99. Donc je dirais que voilà, disons à partir de 99,9, on a mais c'est vraiment un vrai 99,9. Il ne faut pas qu'il y ait faut que tout fonctionne à 99,9. Il ne faut pas qu'il y ait la mesure qui marche moins bien ou les portes à 2 qubits qui marchent moins bien. Voilà. Si vraiment tout fonctionne à 99,9, ça va quand même faire décoller un peu le champ. On va pouvoir commencer à faire des choses plus intéressantes. Merci pour cette réponse. Est-ce que l'analogie avec les partitions de musique est adaptée, les circuits quantiques étant réversibles alors que la musique est temporelle? Alors, oui, enfin réversible en théorie, hein, sauf qu'en pratique, ça ne l'est pas. Sinon, on n'aurait pas cette fameuse loi de perte de cohérence. Cette analogie, il ne faut pas la pousser trop loin. C'est juste, mais c'est comme ça, par contre, vraiment que les gens écrivent les programmes. Ils écrivent des lignes, et puis ils écrivent les opérations entre les qubits avec des lignes entre les deux. Et ça correspond aussi à quelque chose un objet mathématique très clair, qui sont ces fameux tenseurs, réseaux de tenseurs, qui sont des objets mathématiques très bien définis, qui sont ceux qu'on manipule, ou plutôt qu'on fait manipuler par ordinateur en pratique dans ce genre de calcul. Donc ça a une vraie réalité quand même. Très bien. Merci. Alors, on va prendre encore une question.
Pourrait-on coupler les technos quantiques et traditionnels pour avoir le meilleur des deux mondes? Oui, à partir du moment où on a un ordinateur quantique qui fait déjà quelque chose, qui le fait mieux qu'un ordinateur classique, on peut tout à fait imaginer, et même on sera obligé de le faire, parce que l'ordinateur quantique ne fera de toute manière qu'une petite partie du calcul, hein, donc on peut imaginer on sera même obligé de faire le reste par l'ordinateur classique. Alors, juste pour vous donner un chiffre, par exemple, si aujourd'hui on avait un ordinateur à 99,99% de fidélité, on arrivait à faire 1 milliard de qubits avec, donc on a un vrai ordinateur quantique, un vrai quoi, qui marche, et qu'on veut avec, par exemple, calculer l'énergie d'une molécule compliquée. Donc on est en régime vraiment au-delà de la suprématie. C'est de la suprématie pour un truc intéressant, hein, si on avait ça. Il faut imaginer que l'ordinateur, en mettant tous les chiffres au mieux, hein, de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, il va mettre à peu près 2-3 jours pour donner l'énergie. C'est-à-dire que il va rien se passer pendant 2-3 jours, et au bout de 2-3 jours, il va vous donner une série de 50, 0 et 1, qui correspond à l'énergie de la molécule. Donc, il va vous donner un nombre, 53 bits, très très peu d'informations en termes d'information, de théorie de l'information. 53, 0 et 1, c'est tout ce que vous avez au bout de 2 jours. Alors, évidemment, si c'est 53, 0 et 1, c'est l'énergie d'activation d'une réaction importante, ou le numéro gagnant du loto, c'est des 53, 0 et 1 importants. Mais ça reste néanmoins qu'en termes de quantité d'informations par seconde délivrées par ordinateur quantique, et ça c'est vraiment intrinsèque à une technologie quantique, vous êtes de l'ordre du micro-octet par seconde, quand le moindre ordinateur de base est à plusieurs gigabits par seconde. Donc il y a 15 ordres de grandeur, si vous voulez, en termes de flux d'informations. Donc c'est sûr que l'ordinateur quantique ne remplacera pas l'ordinateur classique, ça c'est certain. Il n'y a pas le moindre début d'un doute là-dessus, hein. C'est pour certaines choses, il pourra donner une accélération potentiellement très importante, et donc il doit effectivement être intégré dans quelque chose de classique, de plus gros. Et d'autre part, il y a aussi énormément de calculs classiques qui doivent être utilisés simplement juste pour faire fonctionner l'ordinateur quantique. Alors, j'en ai pas du tout parlé aujourd'hui, mais il faut imaginer qu'il y aura vraiment des grosses capacités de calcul mobilisées juste pour faire fonctionner cet ordinateur. C'est impressionnant. Bien, alors, est-ce qu'on prend une dernière question? Non. Eh bien, écoutez, je voudrais te remercier à nouveau, Xavier, pour ta présentation et cette discussion très enrichissante. Et donc, je donne rendez-vous à nos auditeurs le 2 avril, hein, je ne me trompe pas, c'est bien le 2 avril, oui, et pour écouter François Parcy concernant sa présentation qui s'intitule « Et l'homme créa les plantes, passé et futur, de la domestication des plantes ». Bien, merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup Xavier. Merci à vous.